Et il est 12h33 sur Europe 1, c'est municipal du 22 mars 2026. Avec une participation autour de 57%, monte une France fragmentée. La gauche conserve les grandes métropoles, mais ses divisions internes la fragilisent. Le RN s'implante fortement dans les villes moyennes, sans percer dans les capitales. La droite classique reste la première force locale. Le grand enseignement, les alliances forcées échouent, les sortants solides gagnent. Tout le monde regarde déjà 2027. Et puis on a Sébastien Lecornu, le Premier ministre, qui déclare que les urnes n'ont sacré personne. Voilà la réaction du Premier ministre ce matin. On parlera de la droite et du RN dans un instant. Mais d'abord, Christophe, vous qui nous appelez de Bretagne, vous voulez nous raconter à quel point, selon vous, le PS ne pourra jamais gagner la présidentielle de 2027 sans LFI. Et comme Christophe, vous réagissez au 01 80 20 39 21 12h34. Vous écoutez Christine Kelly sur Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Oui, donc Christophe de Bretagne, vous nous expliquiez, vous avez donné votre regard sur la mort de Lionel Jospin, et là vous nous expliquiez que le PS ne veut pas gagner sur LFI. Pour vous, c'est voilà, il y a eu une sorte au niveau national, on a bien entendu Olivier Faure qui dit que Jean-Luc Mélenchon est devenu le boulet de la gauche, mais selon vous, ils vont se rabibocher peut-être pour 2027, c'est ça? C'est ce que vous voulez nous dire? C'est évident, c'est ah évident. Oui, ah oui. Écoutez, Olivier Faure, il s'aperçoit aujourd'hui que Jean-Luc Mélenchon est le boulet de la gauche. Il s'en est pas aperçu avant de faire le nouveau LFP en 2024, malgré toutes les outrances que la France insoumise a faites pendant la campagne des européennes. On se rappelle de Sébastien Delogu à l'Assemblée nationale avec son drapeau de Palestine. Oui. Je ne parlerai pas de la campagne de la Manon Aubry, celle qui représentait la France insoumise aux européennes. Il représente quoi au niveau national, le PS, à l'Assemblée? Ils ont combien de députés? Oui, ils sont très très faibles au niveau au niveau, mais ils sont faibles. J'aime bien ce que vous dites parce qu'ils sont faibles au niveau des députés. Ils ont représenté, souvenons-nous, à la dernière présidentielle à peine 1,78% si ma mémoire est bonne. Pourtant, rappelons quand même qu'ils ont le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, et voilà, et on peut quand même dire qu'ils se sont quand même implantés dans les grandes villes comme Paris, Lyon et Marseille. Il faut quand même le rappeler. Même si, la gauche tremble un peu, mais on a quand même une gauche solide quelque part. Ces deux grandes villes, donc Marseille, ça se discute. Si la droite s'était associée, ils n'auraient peut-être pas gagné. Et Paris, oui, ça, ils ont gagné à cause des conneries de la droite. Donc c'est toujours de la faute de la droite. Non, mais si Rachida Dati avait tendu la main à Sarah Knafo, je pense qu'il y aurait plus de monde qui serait déplacé pour aller voter. Et pour ce qui est du Conseil constitutionnel, Conseil d'État, tous ces organismes qui sont à gauche. Oui, mais ils ont été nommés par le président de la République. Ils n'ont pas été élus. Tout à fait. Mais regardons aussi la force du PS lorsque le Premier ministre Sébastien Lecornu, il a fait un budget finalement à l'image du PS. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'il y a une certaine... le PS est là, il a quand même sa force. Oui, le PS est là, mais c'est le seul qui était d'accord pour le laisser en poste. Donc c'est où il s'associait avec le PS en faisant des concessions au PS, et le PS votait son budget, et il restait en place, puisque personne d'autre ne voulait voter le budget. Voilà pourquoi Sébastien Lecornu a fait ses accords, a eu besoin du PS. Alors, mon Christophe, vous qui nous appelez de Bretagne, restez en ligne avec nous, puisque là, on va parler un peu de la droite. On va parler de la droite. Vous avez mis les deux pieds dans le plat lorsque vous parlez, par exemple, de Rachida Dati, de la droite, de Paris. Rachida Dati, elle aurait peut-être gagné si elle avait tendu la main à Sarah Knafo. Je sais pas, Gabriel Cluzel, on commence peut-être par vous sur cette droite, la droite et le Rassemblement national au plus haut, mais ces succès locaux, est-ce qu'ils peuvent se confirmer à l'échelle pour 2027? C'est ce qu'on se posera tout à l'heure. D'abord, le regard sur Paris. Comment expliquer cet échec cuisant, on va dire, de Rachida Dati? Alors, c'est vrai que moi, je suis quand même
assez surprise que, par exemple, les affaires terribles de pédocriminalité, j'aime pas appeler ça la pédophilie parce que ça a une autre signification, le mot pédophilie, enfin philie en tout cas, oui. La pédocriminalité à Paris n'ait pas eu plus d'impact sur les élections. C'est de l'eau sur un canard. Moi, je pense qu'à Pau, peut-être que l'affaire Bétaram a joué. Alors, est-ce à dire que l'électorat de droite est a une conscience plus aiguisée que celui de gauche? J'en sais rien, mais la question peut se poser. Enfin, c'est quand même fou que finalement tout ça soit passé à la trappe. Moi, je crois qu'au fil des années, mais la gauche a construit. Alors, on peut dire que pour moi, Rachida Dati n'a pas fait une excellente campagne. Je pense qu'elle a manqué un peu de fond, etc. Mais la gauche a construit pas à pas son électorat, installé comme dans une citadelle entre les bobos et les logements sociaux. Et dans le même temps, les familles de la classe moyenne partaient à l'extérieur. Il y avait une espèce de force centrifuge. Donc fais toi-même ton électorat. Voilà. Une fois qu'il est là, c'est sûr que vous lui avez donné sa carte de fidélité, si vous voulez. Donc c'est difficilement amovible. Donc c'est vrai que je crois qu'on en a pour un moment avec la gauche à Paris. Et c'est quand même très gênant parce que Paris, c'est pas une ville ordinaire. Paris, ça appartient à tous les Français. C'est pas seulement une ville qui appartient aux Parisiens. C'est une ville qui est la capitale. Donc elle appartient théoriquement à tous les Français. Or, on sent bien qu'on va continuer avec la politique punitive en matière de voitures, etc., etc. C'était Gabrielle Cluzel, Marie-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est la différence des scores qu'il y a eu à Paris, donc avec le candidat socialiste, la candidate LR, etc. Et les scores qu'il y a eu pour les partis à la dernière élection présidentielle. On peut penser au Rassemblement national, par exemple, qui devrait être vraisemblablement, selon tous les sondages aujourd'hui, très en tête pour le second tour de l'élection présidentielle et qui fait à peine 1,5 point à Paris des sondages avec le candidat Thierry Mariani. On a la candidate LR, par exemple, Rachida Dati, qui était quand même assez haut face à Emmanuel Grégoire. Les candidats socialistes en 2022, on en a parlé aussi, c'est moins de 2% des suffrages. Valérie Pécresse aussi, c'était très bas. Donc on voit qu'il y a une vraie grosse différence qui existe aujourd'hui entre la France des métropoles, où les électeurs choisissent, c'est sûrement aussi parce que les électeurs, vous avez raison, sont très implantés, et la France des campagnes où dans les communes, les sujets ne sont pas du tout les mêmes. Je voudrais juste faire un tout petit rappel d'ailleurs. Dans les 36 000 communes françaises, 93% de ces communes avaient déjà un maire dès le premier tour. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une seule liste qui se présentait la plupart du temps, ou un simple duel, et dans 3/4 de ces communes, les listes étaient divers droite, divers gauche. Donc on était loin de l'étiquette des partis. Ce qui préoccupait les gens, c'était ce qu'il y avait sur le programme pour les changements de proximité et une vraie politique locale. Bonjour Mickaël, vous nous appelez d'Île-de-France. Quel regard vous portez sur l'échec de Rachida Dati et la victoire du PS? On a vu comment Emmanuel Grégoire s'est baladé en Vélib après sa victoire, comment il est tombé dans les bras d'Anne Hidalgo. Voilà des images qui ont peut-être un peu surpris en se disant tiens, que peut-être qu'avec, comme le disait Gabrielle Cluzel, avec les problèmes, le scandale de la pédocriminalité, avec les problèmes, les polémiques sur Anne Hidalgo, etc., que la gauche n'aurait pas eu un score aussi large par rapport à Rachida Dati, Mickaël. Oui, bonjour à vous Christine, bonjour à vous tous. Bonjour. Alors je vais vous répondre un petit peu plus largement, si vous me permettez, Christine, bien sûr. par rapport à Rachida Dati. Moi, ce qui m'a frappé, si vous voulez, cette année, c'est que bien sûr, je ne vais pas revenir sur le fait que pour moi, les gens qui votent maintenant à LFI savent pour qui ils votent, qu'effectivement, la gauche a quand même un noyau dur qui reste. Mais pour moi, par rapport aux précédentes élections municipales, pour moi, ce qui change, si vous voulez, Christine, c'est pas qui gagne, mais c'est comment on gagne. C'est qu'il y a beaucoup moins de partis, mais il y a plus de divisions. Il y a des bastions qui tombent, il y a des bastions historiques qui sont tombés. Il y a une explosion des candidatures. Auparavant, où il y avait 2 blocs, aujourd'hui, on peut parfois en voir 3, 4 ou 5, on l'a vu au niveau de ce second tour. Auparavant, on pouvait gagner, en général, les candidats gagnaient avec 50%, et là, on voit qu'avec 35, 30, 40, on gagne. Et aujourd'hui, on ne gagne plus en rassemblant tout le monde, donc ce qu'a voulu faire, je vous rejoins, par rapport à Rachida Dati, mais en profitant de la division des autres. Et pour moi, le véritable logiciel qui a changé cette année, ce n'est pas comment on gagne,
c'est la façon. C'est la façon comment on gagne. Oui, quelles alliances, comment on gagne. Voilà, c'est ce qui vous a marqué. Merci beaucoup, Mickaël, de nous avoir rappelé. On va continuer à parler effectivement des Républicains, de cette victoire symbolique et locale. On parlera des défaites des grandes villes, comme on disait, Rachida Dati battue à Paris, Jean-Michel Aulas à Lyon, échec à Nantes, à Marseille. Mais les LR ont conquis des bastions historiques de la gauche comme Brest, Clermont-Ferrand, pour la première fois depuis 1944, Besançon, Limoges, Cherbourg, Tulle. On marque une pause, on revient sur Europe 1. Oui, ma chère Géraldine, on va terminer cette émission sur le dernier quart d'heure en parlant de la droite, en parlant du RN. Essayer de se projeter pour 2027. On voit comment le RN, on vient de parler de Rachida Dati, de son échec cuisant, essayer de comprendre un petit peu comment ça se passe, pourquoi est-ce que la droite a perdu des bastions à gauche et qu'on espère, certains espéraient effectivement que la droite gagne Paris, Lyon, Marseille. Pour le Rassemblement national, on parlera de LR. On parlera aussi du Rassemblement national, percée historique. Le nombre de maires a été multiplié selon les chiffres par 6 ou par 7. Le RN a confirmé un ancrage territorial. Victoire dans de nombreuses villes moyennes, Carcassonne, Menton, Agnes, Liévin, Orange. Et puis surtout avec l'alliance avec Éric Ciotti. Rappelons que Christian Estrosi a annoncé la fin de sa carrière politique, en tout cas au niveau local. Rappelons aussi les défaites RN, comme à Toulon, à Marseille ou encore Nîmes. Gabriel Cluzel, effectivement, sur le Rassemblement national. On vient de parler de Rachida Dati, on vient de parler de LR. Quelles leçons on peut tirer pour le Rassemblement national? Alors, bien sûr, tout le monde a dit que tout le monde a gagné. Donc, on peut se dire qu'à la limite, effectivement, le RN a progressé. Mais est-ce que ça peut... quel impact ça peut avoir pour 2027? Le progrès, on va dire, et les limites lorsqu'on le voit dans les grandes villes du Rassemblement national. Nous parlions de 2002, c'est intéressant, à propos du décès de Lionel Jospin. On peut parler de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, à l'époque, c'était le Front National. Il n'était pas dans une optique, tous ceux qui l'entourent le disent, qui l'ont entouré le disent. C'est-à-dire que même s'ils avaient quelques villes, et il n'était pas dans une optique d'implantation locale. Lui, ce qu'il visait, c'était toujours la présidentielle. Donc le Front National, pendant des années, n'a pas tellement labouré le terrain municipal. Et ça c'est une réalité. Donc le RN avait pas mal de retard sur ce plan-là. Donc là, on peut dire que c'est une vraie implantation dans la France périphérique, dans les villes moyennes. Moi, je vois quelques villes symboliques. On parle beaucoup, évidemment, de Nice, parce que c'est un peu le laboratoire de l'union entre LR et le RN. Il y a aussi Montargis, on peut parler de Montargis, qui est une ville moyenne, mais qui néanmoins a subi de plein fouet les émeutes, vous savez, au moment de Naël. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait nous avions fait une chronique sur CNews. Il y avait un monsieur qui s'était battu avec des sabres, vous vous souvenez pas, médiévaux, qu'il avait accrochés sur un mur, parce qu'il y avait des gens qui avaient débarqué chez lui. Enfin, je me souviens, ça m'avait frappé cette affaire à Montargis. Bref, donc Montargis est passé du côté RN. Je pense que les émeutes n'y sont pas pour rien. Et puis, il y a une ville qui est extrêmement symbolique aussi pour le RN, c'est Carpentras. Vous vous souvenez de la fameuse affaire de Carpentras? Déjà, Marion Maréchal dit dans son livre, son dernier livre, quand je me suis présentée pour être députée là-bas, mon grand-père m'avait dit, va laver l'honneur des Le Pen. Là, Carpentras qui tombe dans l'escarcelle RN, c'est quand même assez symbolique. Mais cela étant posé, c'est vrai qu'il y a un vrai souci d'union pour le RN. Il y a un vrai... et pour LR, d'ailleurs. C'est-à-dire que pendant que... pardon de reprendre cette formule un peu triviale, mais pendant que la gauche s'embrachait sur la bouche, la droite se regardait en chien de faïence, et forcément, la stratégie, elle est moins payante. Ne nous mentons pas. Donc, si vous voulez, on l'a vu à Marseille. Alors, c'est vrai qu'il y a un gros écart, quand même, même en rajoutant le vote de Martine Vassal, ça n'aurait pas collé, mais Jean-François Tanguy sur Europe 1 disait ce matin, et ça peut s'entendre, disait s'ils avaient fait un accord de fusion, il y aurait une dynamique à droite. Là, ça décourageait les gens. Ils se sont dit, de toute façon, ça collera jamais. Et puis, on l'a vu à Nîmes. Mais un enfant de CE2 comprend qu'il y a un problème. Nîmes, vous faites l'addition LR, RN, on arrive à près de 60%. C'est pas grave, le maire sera communiste, c'est logique. Et ça, ce cas-là, on l'a à Douai, on l'a à Martigues. Non, mais on vit au pays des fous quand même. Donc, et inversement, il y a des LR, je crois que c'est à Chambéry, qui n'ont pas été élus parce qu'il n'y a pas eu d'accord avec le RN. Donc, à un moment, les gars, il va peut-être falloir penser à se mettre autour de la table, ou sinon, ça ne passera jamais. Alors, Gabriel Cluzel sur Europe 1, Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. C'est vrai que
les alliances ont pêché. Mais est-ce que on voit quand même qu'il y a une sorte de barrage, le barrage anti-RN qui fonctionne encore dans les grandes villes? Est-ce que malgré la percée du RN, on voit une certaine évolution? Est-ce qu'on a encore envie de se marier avec le RN? Est-ce qu'on a encore envie de l'embrasser sur la bouche? Il y a un tout début d'évolution dans la relation, on peut dire ça comme ça. Non, parce qu'on voit comment ils ont fait beaucoup d'efforts. On voit qu'ils n'arrêtent pas de faire des efforts effectivement pour se dédiaboliser. Est-ce que là, effectivement, on peut toujours se permettre de faire des alliances avec le Rassemblement national? Regardons, pardon, après j'arrête, mais regardons, par exemple, on parlait de Rachida Dati tout à l'heure, comment au second tour, est-ce que ça n'a pas aussi perturbé les scores de Rachida Dati, le fait que tout le monde lui soit tombé dessus en disant qu'elle a fait des alliances avec la droite nationale? Bah oui, disons qu'à Paris, par exemple, Paris est un bon exemple où je pense que les électeurs sont capables d'aller voter pour préserver un barrage républicain contre ce qu'ils appellent l'extrême droite. Donc il y a des villes où c'est encore très présent. Parmi les autres exemples qu'on peut citer, on a quand même Toulon, où la candidate LR s'est désistée au profit de la candidate d'hiver droite qui faisait face au Rassemblement national. Donc on pourrait quand même parler de Cousin-Germain, mais bon, ça n'a pas suffi. Et Laure Lavalette, qui était en tête au premier tour, a perdu. Je voudrais quand même nuancer. La question, c'est est-ce que le plafond de verre va se maintenir comme il se maintient dans les grandes villes, ou est-ce que la ville, comme ce qui s'est passé à Nice par exemple, pourrait se reproduire dans les prochaines élections? On ne sait pas exactement. Ce qui est sûr, c'est que le RN confirme son ancrage local, qui était un maillon faible. Je pense par exemple aux 500 signatures nécessaires à réunir pour accéder à l'élection présidentielle. En 2020, le Rassemblement national avait environ 850 conseillers municipaux grâce à ses victoires. Aujourd'hui, il en a plus de 3000. Donc ces 500 signatures ne sont même plus un sujet. Ça avait été un très gros sujet pour Éric Zemmour en 2022. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a aussi une autre victoire que Jordan Bardella a tenu à souligner hier, c'est que la plupart des maires sortants RN, qui avaient donc été élus en 2020, et pour beaucoup c'était la première fois, ont été réélus, beaucoup dès le premier tour, ce qui montre que cet ancrage se fait petit à petit. Mais vous avez raison, une chose est sûre, dans les grandes villes en tout cas, pour moi, on n'en est pas du tout là. Mayalène Trémollet du service politique d'Europe 1, Gabriel Cluzel. Oui, il y a un autre point aussi, c'est que vous avez raison de souligner l'affaire des signatures, mais il y a aussi les primaires, si j'ose dire, enfin les grands électeurs qui sortent de ces municipales, qui vont venir élire le Sénat. Donc ça peut changer, bouleverser les grands équilibres, notamment ce qui s'est passé à Nice, peut changer la donne. Et puis si on regarde très très loin, eh bien le Sénat, les grands équilibres qu'il y a au Sénat débouchent après sur le Conseil constitutionnel. Évidemment, il est nommé le Conseil constitutionnel, mais néanmoins, il y a un regard sur les grands équilibres du Sénat. Donc on voit que c'est un travail de longue haleine, cette implantation locale, qui ne touche pas que les villes elles-mêmes. Je voudrais juste souligner une dernière chose sur Nice, c'est que les Républicains ont joué une forme de double jeu à Nice, puisqu'on a vu qu'ils n'étaient vraiment pas d'accord sur la position à prendre face à Éric Ciotti, qui faisait face, donc on le rappelle, à Christian Estrosi, le maire sortant Horizon, David Lisnard par exemple, qui est chez Nouvelle Énergie, mais qui appartient aussi à la famille des Républicains, a félicité Éric Ciotti, l'a appelé à rejoindre la droite républicaine, mais il y a eu des félicitations. Bruno Retailleau refusait d'appeler à voter Christian Estrosi. On a vu que c'était quand même beaucoup plus poreux à Nice que dans d'autres villes sur les liens à avoir avec CUDR, c'est pas le Rassemblement national, mais c'est quand même des alliés de Marine Le Pen. Alors s'il faut terminer peut-être un mot, une phrase chacune, peut-être sur quelle est ce matin l'identité de la France, selon vous ? En vue de 2027, Gabriel Cluzel, c'est-à-dire, est-ce qu'elle est à droite, est-ce qu'elle est fracturée, on a toujours dit que la France est à droite, est-ce qu'elle est à droite, est-ce qu'elle est fracturée, est-ce qu'elle est divisée, est-ce qu'elle est tendue, est-ce qu'elle est apaisée, quelle est l'identité en ce moment même, comment la France se réveille aujourd'hui, lundi 23 mars, après ces élections municipales, est-ce que c'est un séisme ou bien est-ce que c'est une confirmation lorsqu'on voit que les grandes villes n'ont pas bougé, lorsque je pense au livre La France périphérique de Christophe Guilluy, ça fait beaucoup penser à ça. Combien de fois on dit pendant l'année effectivement qu'il y a un reflet de l'immigration, des quartiers populaires sur les élections. Est-ce que là, c'est pas effectivement une confirmation? Je pense que c'est difficile de juger sur les municipales pour toutes les raisons que nous avons dites pendant cette émission, parce que ce n'est pas aussi franc que les législatives ou la présidentielle. Il y a beaucoup de facteurs. Mais néanmoins, si je prends la ville de Marseille, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a 2 Marseille. Et c'est peut-être, vous savez, c'est l'avant-pont de la France. Il y a le Marseille RN et le Marseille de gauche. On a terminé rapidement. Et moi, au vu de la participation, je dirais comme Sébastien Lecornu que les urnes n'ont sacré personne et que les partis n'ont convaincu personne. Merci. Et ça va être un grand défi pour 2027. Mayalène Trémollet, merci. Bonjour Clélie Mathieu.